Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on débute. Par avance, je vous prie de m'excuser pour ma voix qui est un peu bizarre. Donc j'espère qu'elle tiendra pour cette journée. Puis sinon, tant mieux. Pour vous, vous m'entendrez moins et ça sera parfait. Bienvenue à ces journées d'enseignement et de recherche du GETUG, 8e édition déjà. Et les choses avancent et le succès ne se dément pas. Je pense qu'on est ou on sera au cours de la journée à peu près 200 à participer à ces journées, soit en présentiel, ici vous êtes déjà nombreux devant moi ce matin, soit bien sûr à distance, puisqu'on a choisi de nouveau le modèle hybride cette année, avec une vraie question d'ailleurs pour les années qui viennent. Est-ce qu'il faut qu'on garde ce modèle hybride ou est-ce qu'il faut qu'on repasse à un modèle présentiel exclusif? Et je serais très content d'avoir votre opinion sur cette thématique. Déjà, je voudrais remercier le comité d'organisation parce que, l'air de rien, il et elle travaillent un petit peu toute l'année pour que ces journées soient un succès. Je remercie également par avance nos sponsors. Il est bien évident que sans eux, nous ne pourrions pas nous réunir dans des beaux locaux comme ça et avec une belle technologie. Et je crois qu'on a un très joli programme aujourd'hui pour discuter en cancérologie génito-urinaire, à la fois de problématiques cliniques, mais également de problématiques biologiques et de problématiques technologiques. Vous avez dû le voir sur le programme. On va parler des situations d'échec d'immunothérapie dans les cancers du rein et de la vessie et quelle place le monde académique peut-il avoir dans cette situation. On va beaucoup parler de désescalade, puisqu'on guérit certains patients, que certains vivent longtemps et qu'on les ennuie avec pas mal de nos traitements et pas mal d'effets secondaires, et que le moment est venu de réfléchir, au moins dans certaines situations, à des stratégies de désescalade. Ça a déjà été le cas au sein du GETUG, je vous en reparlerai. Et au passage, le pays a pris conscience de cette thématique et de son importance sur un plan scientifique et économique. On en discutait hier soir. Le PHRC tient à financer d'abord et surtout des essais de désescalade, ce qui est bien sûr un point à retenir pour nous, pour le futur. Et je pense qu'il y a de très belles thématiques de désescalade en recherche de cancérologie génito-urinaire. On parlera d'intelligence artificielle. Je suis assez persuadé que dans les 5 ans qui viennent, l'IA va transformer la façon dont on prend en charge les patients et pas seulement à l'écran pour faire des jolis slides et des trucs comme ça, mais surtout en pratique clinique pour décider ce que l'on fait. J'espère ne pas me tromper, bien sûr, mais je crois vraiment que les choses vont à une telle vitesse que ça devrait être le cas. Et il faut bien sûr que le GETUG réfléchisse à la façon dont on va appréhender cette thématique de recherche. On parlera également des ADC. Les ADC ont, en cancérologie génito-urinaire, une thématique qui, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, était relativement frustrante et qui est clairement, bien sûr, en train d'émerger. Et on demandera d'ailleurs à ceux qui sont les experts des ADC dans d'autres situations de la cancérologie de nous expliquer de manière à ce qu'on apprenne collectivement à mieux réfléchir sur ces médicaments. Et puis, on parlera enfin d'une thématique clinique qui nous réunit probablement à peu près tous et toutes, qui sont les situations oligométastatiques, et qu'on soit un médecin du traitement local, un médecin du traitement systémique ou un médecin qui fait de l'ANAPA, de la biologie, de la médecine nucléaire, etc. Eh bien, je crois que vraiment c'est une thématique qui nous réunit toutes et tous, avec des questions qui émergent de plus en plus sur cette thématique. Comment, là encore, traiter au mieux ces patients sans les enquiquiner trop, avec des traitements inutiles et surtout des effets secondaires inutiles. Voilà, mais avant de parler de tout ça, je vous propose que l'on fasse un petit point sur ce que l'on est, le GETUG. Ça fait 30 ans que ce groupe existe. Jean-Pierre Droz et quelques-uns autour de lui à l'époque ont créé ce groupe.
Et donc, dans la demi-heure qui vient, on va donner la parole à deux, éventuellement au troisième des présidents, en commençant par Jean-Pierre, qui bien que lyonnais, n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui avec toutes les excuses du monde. Et il va nous parler directement à l'écran. Il a enregistré son intervention. Stéphane nous dira ensuite comment il a dirigé la période qui va en gros de 2000 à 2020, ou pour être précis de 99 à 2019. Quels ont été les progrès du groupe, quels ont été les écueils et quelles ont été les leçons. Et puis j'essaierai de conclure pour vous dire un petit mot sur la situation actuelle du groupe et puis peut-être sur le futur, puis surtout on vous écoutera ensuite. Tout de suite, on donne la parole à Jean-Pierre Droz. Merci beaucoup à vous. Nous allons envisager l'histoire du GETUG. Entrant à l'Institut Gustave Roussy chez Jean-Louis Amiel, celui-ci me présenta à Jacob Cuquier, qui était le responsable de la chaire d'urologie de l'hôpital Necker. Et cela m'a permis de faire la connaissance des patrons de l'urologie parisienne, en particulier à Disteg, à Cochin, René Cus à La Pitié, Maurice Camet à l'hôpital Foch et Jean-Marie Brisset à la clinique de la Porte de Choisy. J'ai réuni environ 200 cancers du testicule de l'IGR. J'avais fait un poster au conseil scientifique et à cette occasion, donc, j'ai rencontré Michael Peckham qui a paru intéressé. Cela m'a encouragé à poursuivre. J'ai fait la connaissance de Nasser Javadpour, qui était le chef de la branche urologique du NCI à cette époque, ce qui m'a permis d'être introduit auprès d'investigateurs aux États-Unis ultérieurement. Mais surtout, j'ai fait au début de l'année 80 la connaissance d'Andrew Kramer, éminent biostatisticien, qui nous a accompagnés jusqu'à sa retraite très récemment et qui est un ami de longue date maintenant. Les premières greffes, autogreffes sur les tumeurs germinales en rattrapage ont été faites avec José Picot à l'IGR, protocole T85 en phase 2, et à Lyon par Pierre Biron avec le protocole VIP. J'ai présenté les facteurs pronostiques à Amsterdam en 83 et j'avais un poster à côté de celui de Devor Vugreen qui était le responsable des tumeurs germinales au Mémorial avec les protocoles VAP 4, 5 et 6. Et cela m'a permis encore une fois d'être introduit dans les milieux américains et d'être parrainé pour l'ASCO, ce qui fait que l'année suivante à Toronto, j'avais écrit à Robert Ozols, qui était chef de la chimiothérapie au NCI et qui faisait un protocole dans les cancers du testicule avec le PVOBV, et qui m'a reçu très gentiment et m'a donné le protocole pour faire le T87 de mauvais pronostic. Je suis rentré en 84 pendant 10 ans dans la commission médicale cancer urologique, qui était une gentille assemblée d'une quinzaine de membres et qui nous a aidé à valider le modèle pronostic des tumeurs germinales et a été le support de T87. Et je voudrais mentionner ici Janine Bouzy, qui était technicienne de recherche clinique dans le département de biostatistique de l'IGR et qui nous a accompagnés jusqu'à sa retraite il y a quelques années dans tous ces protocoles et qui a travaillé avec beaucoup d'acharnement, d'exactitude et de gentillesse. En fait, ce groupe a été le support des protocoles T93 bons et mauvais pronostics, et à cette époque, le groupe était appelé GETUG, groupe d'études des tumeurs germinales. Il fallait donc aller aux États-Unis et rencontrer les investigateurs américains et établir des relations, faire de la relation sociale. J'aurais mentionné
entre autres les urologues Willett Whitmore et John Donoghue, qui étaient des personnages d'abord éminents sur le plan urologique et extrêmement courtois et gentils. Donald Skinner, qui faisait plus de la prostate et de la vessie à Los Angeles. J'étais très intimidé de rencontrer Larry Einhorn et Alan Jagoda dans ces moments, Ludovico Balducci m'a introduit à la notion de l'oncogériatrie sur laquelle j'ai travaillé ultérieurement. J'ai rencontré les précurseurs, sauf Melvin Samuels, qui a inventé l'association vinblastine-bléomycine, mais j'ai mieux connu Chris Logothetis au MD Anderson, qui a pris sa succession. J'aurais mentionné Claude Mérin, urologue français, qui s'est installé dans le privé à Chicago et qui a travaillé au Roswell Park de Buffalo sur la chirurgie en un temps, sus et sous-diaphragmatique dans les tumeurs germinales. Et enfin Steve Sitkovich, connu à l'IGR, mais qui a développé avec Robert Golby au Mémorial dans les années 70 l'administration du cisplatine avec du sérum salé isotonique. Et il y en avait beaucoup d'autres. L'équipe d'Indianapolis, toujours très facilitante et courtoise. D'autres au Mémorial, genre Buzzell, Bajorin et Howard Scher. À la Cleveland Clinic, Ron Bukowski, qui travaillait sur les cancers du rein, Eric Klein, urologue, Derek Ragavan, rencontré également à Los Angeles, Nick Vogelsang, très sympathique onco-urologue, entre autres, parce qu'il faisait d'autres choses, à Chicago, Gerald Murphy, qui m'a permis de participer à des congrès de l'American Cancer Society, John Pontes à Détroit et l'ami Yann Tannock à Toronto. D'autres étaient un peu moins gentils, mais c'est surtout Stéphane qui a bénéficié de leur discussion sur le protocole 3 BEP contre 4 EP dans les formes de bons pronostics. Il fallait aussi se tourner évidemment vers l'Europe, en Angleterre et en Irlande, Alan Norwich, Tim Oliver et John Fitzpatrick, en Allemagne Hans Schmoll, en Italie Giorgio Pizzoccaro, au Danemark Michael Roth, qui faisait des meetings très intéressants sur les tumeurs germinales, Alan Van Osterom et Louis Denis, président de l'ORTC, Franz de Bruyne, président du groupe Urologie, Sophie Fossa, aux plus de 1200 articles publiés, Cora Sternberg rencontrés au Mémorial et à l'ORTC. Le nouveau GETUG est né en 1994. J'avais suggéré une élection à bulletin secret avec un programme écrit et présenté. Du coup, j'ai été élu et Armel Cathy a travaillé avec moi pendant cette mandature. Pierre Richaud a été amené à être vice-président, radiothérapeute. Une première approche avec l'AFU avait été faite avec Christian Coulange, mais déjà des urologues participaient, en particulier Michel Soulier. On a mis en place le protocole randomisé européen de rattrapage et en fait tous ces protocoles de cancer du testicule étaient ceux du groupe d'études des tumeurs germinales qui du coup est devenu groupe d'études des tumeurs urogénitales avec la mise en place des 3 premiers protocoles du GETUG. Et nous partîmes 14 et nous nous vîmes 40 après 5 ans d'efforts. 99, une nouvelle élection et un passage de témoins. Le GETUG va devenir un groupe dynamique et joyeux avec de nombreux membres et je partis vers de nouveaux horizons, en particulier la Guyane, étudier d'autres cancers et de l'ethnomédecine. J'aurais évoqué les principales personnes qui ont compté pour moi au cours de ma vie professionnelle, mes maîtres d'internat, en particulier Jean Burger, Jean Bernard, mais surtout Maurice Tubiana,
D'autres qui sont moins connus, François Vachon, professeur de réanimation, qui m'a appris ce que c'était que l'encadrement des internes lorsque j'étais interne à Claude Bernard, et Georges Tchobrowski lorsque j'étais externe dans le service de diabétologie, néphrologie de l'Hôtel-Dieu, qui m'a il nous a expliqué que non seulement il fallait préparer l'internat, mais lire le Harrison et surtout être abonné au New England Journal of Medicine, ce que je suis depuis 1967. J'ai eu la chance d'être médecin ou interne dans les institutions des fondateurs de la cancérologie française, Pierre Denoy qui a inventé le système TNM, les centres de lutte contre le cancer, les comités ancêtres des RCP, Georges Maté qui a boosté la recherche de transfert et a créé l'immunothérapie sur le plan organisationnel, l'ORTC et l'ESMO, et enfin Thierry Philippe qui a modernisé la fédération, a introduit les guidelines français et a conçu la structure de l'INCA, même s'il n'en a pas été le premier président pour des raisons extramédicales. Je voulais tout particulièrement remercier Aude Fléchon, qui a pris en charge mes patients et le travail d'onco-urologie au centre Léon Bérard, avec toute son exactitude, sa compétence professionnelle, et si ma fille avait fait médecine, j'aurais aimé qu'elle lui ressemble. Stéphane Culine, avec qui je continue à travailler sur des protocoles musicaux lyriques, et Karim Fizazi, notre leader français transatlantique, planétaire et bientôt interstellaire. Avec Marie-France, nous disons longue vie au GETUC, portez loin le message de l'onco-urologie française, et je vous remercie de votre attention. Ouais, bravo à lui, dommage qu'il ne soit pas avec nous. Tu prends la suite? Allez. Bonjour à tous. Donc vous avez compris, 1999, les fondations du GETUC sont installées. Nous savons maintenant d'où nous venons, avec un paysage international dominé globalement par l'ORTC en Europe et par les trois grandes institutions américaines, l'Université d'Indiana, le Memorial et le MD Anderson. Du coup, le GETUC est né, un groupe d'investigateurs motivés, limité néanmoins aux oncologues des centres de lutte contre le cancer, puisque c'était le noyau de base, un soutien potentiel de la Fédération des centres, à l'époque la FNCLC, pour promouvoir des essais, et donc les premiers essais mis en place. Bon, néanmoins, ce qu'il fallait reconnaître aussi, c'est qu'on était assez content d'avoir initié ça, mais sans aucune visibilité à l'extérieur de la France. Donc, à partir de 1999, la stratégie globale de développement a été de se dire, bon, il faut qu'on installe définitivement le GETUC comme un groupe national de recherche en onco-urologie, il faut assurer un fonctionnement pérenne de la promotion, du financement des études, inculquer dans les études de la recherche translationnelle, donc impliquer des collègues pathologistes et biologistes, et puis acquérir cette fameuse visibilité internationale, encore une fois à l'époque dominée par les USA et l'ORTC. Donc ça voulait dire, en fait, mettre en place des études d'envergure qui entraînent des changements de pratique. Et donc, au-delà de la France, allait probablement ouvrir des centres hors de la France. Et puis, bien sûr, le but ultime étant d'aller sur des publications de rang A++. Alors, quel bilan on pouvait faire en 2019 de ces objectifs? Le premier, c'est qu'effectivement, le fonctionnement du groupe était bien installé, des adhésions totalement ouvertes. Il suffisait de mettre un mail comme quoi on souhaitait être membre du GETUC pour le devenir. Une vice-présidence assurée par un oncologue radiothérapeute pour la complémentarité des disciplines, un comité de pilotage, des réunions plénières 3 fois par an qui permettent de maintenir un rythme de réflexion et d'avancer des études. Alors au départ, on était tous
groupe sympathique autour de la table à discuter. Et finalement, de 9 h du matin à 17 h, on passait en revue l'ensemble des projets, des discussions, et on animait tous les réunions. Et puis à un moment donné, il y a eu un rang autour de la table, puis deuxième rang autour de la table. Et la richesse des projets ne permettait plus à ce moment-là de maintenir une réunion plénière de A à Z. Et donc, il y a eu la création des sous-groupes que nous connaissons aujourd'hui, des différentes disciplines, pour mieux avancer dans la réflexion, maturer les protocoles et aboutir, encore une fois, à une présentation en plénière des réflexions. Et puis, comme vous le savez, depuis 2016, donc depuis 8 ans, la création des journées d'enseignement-recherche qui nous réunit aujourd'hui. Alors, au-delà de ça, le groupe était devenu effectivement national, une soixantaine de centres investigateurs, dont la moitié hors centre, qui était un élément absolument fondamental par rapport à mes réflexions initiales. Et dans cette réflexion de collégialité d'un groupe multidisciplinaire, il était capital d'inclure des collègues urologues, puisque, comme vous l'avez compris au départ, on était parti de l'oncologie médicale et de l'oncologie radiothérapie. Et là, ça n'a pas été simple, pour un certain nombre de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir. Bon, on est allé sur une charte de collaboration entre le GETUG et l'AFU, donc la Société française d'urologie, qui permettait de dire qu'à chaque protocole initié d'importance, il y avait un investigateur principal oncologue et un investigateur principal urologue. Mais tout ça n'a que pas très bien fonctionné quand même. Et lorsqu'il a fallu créer l'alliance, donc l'intergroupe labellisé par l'INCa de cancérologie génito-urinaire, ça a été vraiment très difficile. Donc, je fais un peu la moue là, sur cette diapositive parce que ça a été vraiment difficile et malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, on n'est pas encore parfaitement en collaboration, même si les progrès ont été faits avec nos collègues urologues. Alors, dans ce cadre, je voudrais vraiment mentionner 2 personnes qui ont énormément contribué à rapprocher les communautés. Jean-Louis Davin, qui nous a malheureusement quittés bien trop tôt, et Michel Soulier, qui tous deux, en prenant la direction du comité de cancérologie de l'Association française d'urologie, ont permis de maintenir les liens en permanence avec le GETUC. Autre point d'importance, c'est qu'il y a eu quand même des individualités urologiques qui sont impliquées au quotidien, François Roset, Géraldine Pignot, et qui permettent, encore une fois, de continuer cette collaboration. Côté promotion, ça a bien fonctionné aussi, avec ce qui est devenu le bureau d'études cliniques et thérapeutiques du GETUG, via Unicancer, et avec une stratégie évolutive, mais qui globalement a conduit à plutôt privilégier pour Unicancer les grandes études de phase 3 en termes de promotion, et puis pour les autres études, finalement, de confier au centre des investigateurs principaux la promotion, ce qui explique que certaines études ont une lettre avant leur numéro qui simplement signifie que ce n'est pas une promotion directe assurée par Unicancer. Et donc j'ai cité là un certain nombre de personnes qui, soit en termes de chef de projet pour le GETUC, soit en termes dans la direction du BECT d'Unicancer, nous ont beaucoup aidés et soutenus dans le développement. Côté financement, ça a pas mal marché. Quelques galères quand même. Il fallait obtenir des sous du PHRC. Toujours très présent au PHRC, c'est important bien sûr de continuer. Mais aussi la mise en place de partenariats industriels, parce qu'il fallait convaincre les industries que le GETUC pouvait être capable de mener de grandes études de phase 3. Et donc le soutien a été d'une manière générale assez positif. Alors, on va détailler, bien sûr, un par un les différents protocoles qui ont été faits. Donc, je vous rassure, c'est juste pour vous donner une vue d'ensemble, pour se dire qu'on a réussi, sur cette vingtaine d'années, à mettre en place des études. Alors, globalement, on peut voir que toutes les localisations génito-urinaires sont concernées, que les protocoles, qu'il s'agisse de protocoles directs de promotion Unicancer en numéro ou en P ou T, quelque chose, ont avancé. Bon, quelques petits échecs en rouge, c'est sûr que ce sont des protocoles qui se sont arrêtés, pour lesquels les onclusions n'ont pas pu aller à terme, sans pouvoir aller jusqu'à des publications. Et puis 2 protocoles, le 17 et le 20, qui n'ont pas été parfaits dans le recrutement, mais qui vont pouvoir quand même
être exploité, le 17 à l'intérieur de méta-analyse, ou le 20 prochainement. Donc globalement, on a pu ensemble faire un certain nombre de protocoles intéressants. Prédominance de phase 3, c'est un petit peu ce que je souhaitais au départ, hein, et puis plus de 5000 patients inclus. Alors, tout ça, bien sûr, finalement, a conduit à cette visibilité internationale, des présentations dans les congrès internationaux, des publications intéressantes dans le JCO, dans le Lancet Oncology. Mais en 2019, je faisais encore un petit peu la moue, vous voyez, parce qu'on n'avait pas atteint le niveau du Lancet ou du New England Journal of Medicine. Parallèlement, la recherche translationnelle avait été introduite, et merci à Yves pour sa participation constante dans nos réflexions, mais sans avoir encore été totalement mise en valeur comme je le souhaitais au départ dans nos protocoles. Voilà, un petit peu où on en était en 2019. Donc pour conclure, je voudrais vraiment vous remercier tous, les vice-présidents, Pierre Richaud, Jean-Léon Lagrange, plus récemment Christophe Hennequin, qui à côté de moi ont mené la barque, tous les investigateurs principaux et co-investigateurs qui se sont impliqués pour mettre en place une recherche et la conduire jusqu'au bout, et bien sûr à tous les investigateurs qui ont été capables d'inclure les patients et donc de nous permettre de mener à terme ces études. Car évidemment, le GETUG ne repose pas sur une personne ou deux personnes, il repose sur vous et votre implication au quotidien dans les études. Et puis à titre plus personnel, quelques mots-clés, si vous le permettez. Merci de m'avoir reconduit pendant 4 mandats à la présidence du GETUG. 20 ans, autant vous dire que c'est un fil rouge pour moi tout au long de ma carrière. C'est une grande implication donc dans la recherche académique et avec des réunions 3 fois par an. Le temps passe vite et c'est une implication au quotidien pour construire encore une fois les différentes études que nous avons pu mener avec un énorme plaisir. C'est fantastique de travailler ensemble, d'interagir, de faire en sorte que chacun trouve son compte dans le groupe, puisse mener à terme les projets qu'il souhaite développer. Alors, de temps en temps, avec quelques discussions un peu serrées, en réunion plénière, sur la stratégie, sur d'éventuelles questions et d'intérêt de protocole, mais vraiment au quotidien, c'était vraiment très, très sympa. Et puis, fierté forcément, quand je vois dans les congrès une présentation du GETUG, du GETUG, vous voyez, des différentes prononciations qui peuvent être faites vis-à-vis de notre groupe. Je pense que nous pouvons être fiers ensemble de ce que nous avons fait depuis 1994 pour, encore une fois, amener la visibilité internationale du groupe français dans le domaine des pathologies génito-urinaires. Et puis le dernier mot sera pour moi sérénité, parce que comme vous l'avez compris, je suis encore un peu là, mais je partirai à un moment donné, et je partirai serein, parce que vous êtes là, en fait, tous pour continuer le dynamisme du groupe, avec en plus de nouveaux participants, on l'a vu hier, les physiciens qui nous rejoignent, les médecins nucléaires, donc le dynamisme est encore toujours plus là, et puis parce que je sais que vous avez un président qui portera toujours plus haut les valeurs et le dynamisme du groupe. Je vous remercie. Bon, je vais terminer tout ça. Bravo Stéphane. Alors, on va garder le mot GETUG, même s'il est imprononçable par beaucoup. À partir de dimanche, en revanche, soit vous changerez de président complètement, soit au moins il faudra faire évoluer son nom. Donc je prendrai mon deuxième prénom et le nom de famille de ma maman et les choses se passeront probablement mieux. Bon, un petit mot sur les 5 ans qui viennent de s'écouler et peut-être sur le futur du GETUG. D'abord, pour rassurer Stéphane, je sais qu'il aime beaucoup le rugby et c'est plus Thomas Ramos qui transforme. C'est Stéphane, je crois vraiment que l'essai est transformé par rapport à ce qu'il vient de vous montrer sur les 2 décennies précédentes.
Et il l'a dit, des essais ont pu être bâtis, beaucoup de patients ont été inclus, beaucoup de belles publications ont été faites. Et je crois que l'essai est transformé, et en particulier en termes d'essais qui nous permettent de changer les pratiques. Et c'est vraiment ce à quoi on a abouti, c'était le rêve de Stéphane, il vous l'a dit. C'est vrai que ça a été frustrant probablement pendant 20 ans, mais je crois que c'est maintenant le cas. Quelle est la situation actuelle? Des inclusions à haut niveau, et c'est d'abord bien sûr ce que l'on souhaite lorsqu'on a un groupe de recherche clinique, et ce malgré le Covid qui évidemment nous a quand même un petit peu compliqué les choses. Très important également, même si vous ne le voyez probablement pas dans votre quotidien médical, le budget du groupe est stabilisé à un bon niveau qui nous permet de réaliser maintenant des essais transformants. Et vous savez comme moi que ces petites choses coûtent une fortune. Typiquement, quand un industriel envisage une phase 3 avec un objectif d'enregistrement, il prévoit 100 à 200 millions d'euros. Bien sûr, nous, c'est pas ce qu'on fait. On arrive à faire des essais beaucoup moins chers. C'est un on très collectif académique qui dépasse bien sûr largement le GETUC et largement la France. Hein. Mais c'est vraiment important. Et on est parvenu effectivement à sécuriser des budgets d'origine académique ou d'origine industrielle nous permettant de transformer l'essai. On a désormais un nouveau sous-groupe d'imagerie et de théranostic qui était la pièce manquante, ou une des pièces manquantes de notre groupe. Et je lui souhaite un très bel avenir, évidemment. Et puis je crois vraiment, Stéphane l'a dit, là aussi c'est un rêve d'une ou deux décennies. La recherche translationnelle, ça y est, émerge, ça y est, elle délivre avec des abstracts soumis à l'ESMO, et puis dans la plupart de nos essais, l'intégration de la recherche translationnelle. Donc on y est finalement parvenu. Et puis surtout, on vient d'assister à un festival de grands essais positifs, et je vais y revenir dans une seconde, et je crois que de ça, vous devez être très fiers. Juste avant d'en parler, une petite photo sur ce qu'est le groupe à l'heure actuelle en termes de chiffres. Nombre de membres, plus de 500. On était encore à 200 il y a 10 ans, quelque chose comme ça. Nombre d'essais ouverts, 45, peut-être trop, j'en sais rien, mais en tout cas, ça montre notre dynamisme. Nombre de centres ayant inclus au moins un patient l'an dernier, 130 centres. Nombre de patients inclus l'an dernier, presque 500. Et ce presque 500 est en gros un chiffre à retenir pour les dernières années. Ce n'est pas juste une année exceptionnelle que je vous montre là. Donc, ça fonctionne et ça délivre et c'est très bien. Alors, je vous l'ai promis, quels sont les essais qui ont été transformants? Finalement, probablement, tout a commencé avec une première question, qui est une question autour de la radiothérapie de rattrapage dans le cancer de la prostate, savoir si, oui ou non, il faut associer un traitement systémique à une irradiation de rattrapage après échec de prostatectomie. Et vous voyez en termes de rechute sans progression, la réponse est évidemment oui. On peut en débattre sur l'impact clinique, sur le bénéfice en termes de survie sans métastase, mais c'est en fait relativement confirmé également par d'autres essais. Et pour peu qu'on sélectionne les patients les plus graves, bien sûr, les courbes s'écartent. Donc là, on est déjà dans une situation où on change les pratiques. Et maintenant, puis on prend ces données pour en débattre à l'échelon individuel, patient par patient, et savoir ce qu'il faut faire. Un deuxième exemple qui est plus récent, qui est une vraie bonne surprise, un vrai gros effort d'inclusion, vrai gros effort pour financer un essai purement de radiothérapie, le GETUC 18 qui pose une question de dose d'irradiation, 70 gray versus 80 gray. Et une bonne nouvelle après, en gros, 15 ans de boulot. Donc bravo à Christophe et bravo à tous les collègues oncorades qui ont mené l'essai, puisque c'est non seulement de la survie sans progression, mais de la survie globale qui est significativement améliorée. Ça peut vous paraître trivial à l'heure actuelle. Bien sûr, on est capable en France très largement d'utiliser des hautes doses. Il y a beaucoup de pays pour lesquels ces données vont être importantes pour justifier l'investissement financier pour l'IMRT et donc pour l'utilisation de hautes doses. Donc on rend service non seulement aux patients qu'on a randomisés dans l'essai, mais à ceux qui viennent bien sûr
lorsqu'on mène ces essais. Et là encore, bah oui, le petit poisson, il a raison de choisir la grosse dose plutôt que la petite dose. L'essai permet de changer les pratiques. Un troisième exemple qui est PIS1, qui est notre premier essai européen, réalisé au forceps et très, très clairement dans la souffrance, parce que faire travailler ensemble 7 pays européens quand on n'est pas prêt pour le faire au début, c'est compliqué. Mais on y est parvenu, et avec une démonstration sur le fait que 3 médicaments font mieux que 2 en survie sans progression, en survie globale chez des patients qui ont un cancer de la prostate métastatique. Donc là encore, un changement de pratique. Et puis au passage, la décision de profiter d'un premier essai pour répondre à une deuxième question. Et c'est ce que l'on a fait à plusieurs reprises au sein du groupe, avec des designs 2x2, et donc une question de radiothérapie qui probablement n'aurait pas été réalisable si on n'avait pas eu l'essai sur le médicament, avec des résultats qui, je pense, là aussi sont transformants, puisque la radiothérapie a un rôle clair, à mon sens, et je suis bien sûr après à en débattre, chez des patients qui ont une maladie métastatique hormonosensible, avec clairement une prévention des catastrophes locales, saignements, douleurs, rétention, etc., que malheureusement nos patients développent quand ils deviennent résistants à la castration, si jamais on ne les a pas traités en amont localement. Au passage, je vous montre la diapo de l'ASCO. L'article est en révision dans un grand journal, probablement pas le droit de vous le dire aujourd'hui, mais pour rebondir sur ce que disait Stéphane, on est en train d'y parvenir. Donc oui, je pense qu'on est en train, là encore, de changer. Et puis, il n'y a pas que le cancer de la prostate, le cancer de la vessie, avec là aussi une question qui peut paraître simple, entre guillemets. Est-ce qu'il faut faire une chimiothérapie, une vieille chimiothérapie inventée, Jean-Pierre l'a montré, au Mémorial dans les années 80, ou une chimiothérapie aussi assez vieille également, inventée quelque part autour des années 2000, qui est le GC? Vous avez une réponse et qui peut aider nos patients, bien sûr, si on peut. Clairement, le schéma intensifié du MVAC est supérieur au GC. Et bravo à une association d'un urologue et d'un oncologue médical et de tous les autres d'avoir pu le démontrer. Donc oui, il faut changer. Dans les tumeurs germinales, 2 exemples qui nous ont fait changer nos pratiques, et j'ai pris ces 2 exemples parce qu'on prend finalement 2 situations complètement opposées. La situation, peut-être la seule situation qui reste encore grave dans les tumeurs germinales, les TGNS métastatiques de mauvais pronostic, ici à gauche pour vous, et puis à droite, l'inverse, une maladie séminomateuse pure que l'on guérit, sauf énorme surprise. Dans la première situation, on va vers, oui, plus de guérison, et plus de guérison d'emblée, en adaptant notre traitement de manière précoce, selon la décroissance des marqueurs évalués de manière donc précoce dès 3 semaines. Et donc on passe d'une situation sombre à une situation plus claire pour le patient. Et dans le deuxième cas, de toute façon on guérit, mais grâce à ces CEMITEP, on guérit avec moins de chimiothérapie pour le patient. Là encore, en utilisant un biomarqueur pour savoir quelle quantité de chimiothérapie le patient a réellement besoin. Et ce biomarqueur, cette fois-ci, n'est pas un biomarqueur sanguin, mais c'est un biomarqueur d'imagerie en utilisant le TEP-FDG. Donc oui, le patient, de toute façon, il va guérir, mais ça lui donnera un chemin bien plus sympathique. Clairement, moins de neuropathie pour le patient. Et on sait à quel point la neuropathie liée au cisplatine peut être enquiquinante. On en est là, 2024. Et donc la question c'est, oui, tout ça c'est très bien, c'était du passé. Vers quoi est-ce que l'on va? Je crois qu'on peut regarder l'avenir de manière sympathique, puisqu'on continue de diversifier et on continue d'essayer de répondre à des questions majeures à large échelle, avec un nouvel acteur qui est le cancer du rein. Dans les années 2000, très peu d'essais académiques portaient sur le cancer du rein, et en fait encore peu en 2010, à l'exception de Nivoren, mais qui n'était pas randomisé. C'est maintenant le cas, et Kerwan vient de débuter ses inclusions.
c'est à l'évidence, je suis sûrement biaisé dans mon jugement, mais c'est à mon sens à l'évidence l'essai majeur du cancer du rein académique pour les années qui viennent, européens, et si ce n'est plus largement, on saura dans différentes situations quel traitement est le plus adapté aux patients. Un deuxième exemple est Alban, et là aussi, je vous le montre, c'est du cancer de la vessie, mais ce sont des tumeurs dont on ne s'occupait pas historiquement, puisqu'il s'agit des tumeurs dites superficielles, je vais le dire à l'ancienne, et donc nécessairement une collaboration entre urologues, oncologues médicaux et éventuellement oncorades, etc., etc. Et là encore, c'est un beau succès, essai qui a terminé ses inclusions, essai qui peut amener à une approbation réglementaire, bien sûr si l'essai est positif, on le saura dans pas très très longtemps. Donc là encore, un très beau succès. Et puis dans le cancer de la prostate, dans les formes à haut risque, je pense qu'on est en train de poser, et vous m'excusez par avance pour toute ma subjectivité, mais c'est mon job de président d'être dans la subjectivité, mais je pense vraiment qu'on pose les questions majeures du cancer de la prostate localisé à haut risque. Premièrement, faut-il irradier le pelvis, oui ou non? Techniquement, on peut le faire bien plus facilement pour le malade en particulier qu'il y a 20 ans, c'est une évidence. Est-ce que ça sert à quelque chose? On va pouvoir y répondre, et au passage, on sera les seuls avec les Américains à y répondre. Les Américains ont choisi un essai très 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 large, avec beaucoup de patients, mais beaucoup moins de patients à haut risque, et on a fait le choix inverse, donc c'est parfait, on se complémente très très bien, d'un essai plus restreint, mais avec des patients à plus haut risque. Donc on va avoir une réponse qui va parfaitement se compléter. Et au passage, l'essai américain va sûrement délivrer ses résultats en même temps que l'essai français, ou à peu près. Donc c'est tout à fait parfait. La deuxième, et on peut débattre sur la question du traitement systémique. L'autre essai, PIS7, est un essai qui va répondre à deux autres questions clés dans cette maladie qu'on guérit de mieux en mieux quand elle est diagnostiquée au stade localisé, y compris à haut risque. Premièrement, peut-on faire évoluer la technique de radiothérapie vis-à-vis de la prostate? Deuxièmement, avec un boost. Deuxièmement, jusqu'où est-ce qu'il faut aller dans l'utilisation du traitement systémique avec une hormonothérapie de seconde génération quand l'imagerie moderne, le PET-PSMA, nous dit qu'il n'y a pas de métastase? Et peut-on du coup faire confiance au PET-PSMA, faire ou ne pas faire une hormonothérapie de seconde génération? Je vous rappelle que Stampede a répondu à la question avec la biratérone, mais sans intégration du PET-PSMA. Et on sait bien qu'un certain nombre de ces patients, bien sûr, étaient métastatiques s'ils avaient eu un PET-PSMA. Donc je crois qu'on va vraiment répondre dans ces formes localisées à des questions tout à fait clés dans les années qui arrivent. Dans les formes métastatiques, on a pu monter une plateforme d'essais randomisés qui inclut des patients à l'heure actuelle et qui les inclut de manière rapide, avec des questions qui portent sur différents sous-groupes cliniques ou biologiques de patients. Les patients oligométastatiques, l'essai P6 oligo ou presto va être le premier, probablement au monde, à répondre à la question de l'intérêt de l'irradiation des métastases. Au passage, il sera complété par d'autres essais, en particulier l'essai canadien, et puis plus tard les essais américains, Stampede, etc. Mais clairement, P6 Oligo terminera ses inclusions dans les mois qui viennent, d'ici la fin de l'année, 550 patients randomisés. Et donc collectivement, vous pouvez être fiers de ça, on sera vraiment les premiers à répondre à la question. Deuxième population, j'ai oublié les animations, la population de patients vulnérables. De plus en plus, nous devons prendre en charge des patients âgés, des patients parfois en situation vulnérable. Oui, il va y avoir en Europe, il y a déjà une épidémie de vieux. Et oui, le pays n'est pas prêt à s'en occuper correctement. Et donc, on a tout intérêt à apprendre collectivement à prendre en charge les personnes âgées. Et oui aussi, on fait tous un petit peu ce que l'on peut dans notre coin, chez des patients qui sont en situation de fragilité. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller, jusqu'où tous les beaux essais qu'on a vus au cours de la dernière décennie, jusqu'où ces données sont applicables ou non à nos patients vulnérables, c'est bien compliqué de répondre à cette question. D'où l'essai P6 vulnérable, qui était un vrai challenge, un vrai coup de poker. Quand on a ouvert cet essai, on se disait, bon, si ça se trouve, dans un an, on le ferme et on aura inclus un patient, 5. Et encore, non.
on trouve ces patients, on les traite et on arrive à discuter avec eux, à les inclure dans les essais. Il y a actuellement autant de, je crois que c'est 85 patients déjà randomisés, et c'était exactement ce que l'on avait prévu selon la courbe théorique. Donc on y parvient. Et puis il y a 2 essais qui vont débuter, en tout cas j'espère, mais ça devrait être le cas, et on va en parler tout à l'heure, qui permettent pour la première fois de raisonner en fonction de la biologie individuelle du cancer. Alors pas du NGS coûteux, compliqué, etc. Et j'espère quand même qu'on y viendra bientôt. Pour le moment, c'est l'industrie pharma qui répond à ces questions. Et je pense que ça viendra. Mais tout bêtement en utilisant notre bon vieux PSA, évalué à 6 mois du début du traitement systémique. Et vous savez comme moi que le PSA a une valeur pronostique majeure dans cette situation et nous permet de dire ce qui est en train de se passer pour le patient, quel que soit le traitement qu'il a reçu. Un patient qui a un PSA à 0, il avait beau avoir 100 métastases au départ, il est très bien parti pour vivre longtemps. Un patient qui a un PSA à 1, il avait beau avoir 2 métastases seulement au départ, il est mal parti. Donc c'est vraiment un biomarqueur puissant qui nous permet dès maintenant de réfléchir à des stratégies pour ces 2 populations. Pour les patients bons répondeurs, une stratégie de décroissance. On va en débattre tout à l'heure avec Silke et avec Bertrand. Je les remercie dès maintenant d'avoir accepté de venir de Belgique et de Suisse pour en débattre avec nous aujourd'hui. Et c'est l'essai P6 Good Responders ou Deescalate qui, je l'espère, pourra débuter quelque part dans l'année. Puis pour les patients de mauvais pronostics, mauvais répondeurs avec un PSA qui reste détectable, on vient d'ouvrir cette semaine le premier centre français à l'IPC avec Genaël pour pouvoir débuter cet essai qui va randomiser une intervention thérapeutique précoce en utilisant le lutécium PSMA, de manière expérimentale bien sûr, chez des patients qui sont mauvais répondeurs, en plus de leur traitement systémique en cours. Donc c'est parti. Voilà, vive le GTUG, bravo. Et au passage, vous voyez, il y a des photos, c'est un groupe avec des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. Vous avez vu dans la première présentation de JP, il y avait quand même beaucoup de mâles. C'est plus le cas quand je vous vois. Vraiment, les choses ont bien changé et c'est super. Et je suis très très fier de ce groupe et je vous félicite pour votre boulot. J'espère qu'on va avoir de belles journées. Bravo à vous.